L'architecture gothique aussi fait partie des, j'allais dire, des fondements de la peinture de Jean-Luc Poivret. On retrouve justement dans ses livres le livre d'Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique. Je remarque qu'il s'est intéressé particulièrement à l'histoire de Suger, l'abbé Sugère, qui a transformé, qui a apporté énormément de choses à l'architecture gothique en transformant l'abbaye de Saint-Denis, en faisant rentrer la lumière et en apportant de la grandeur et de l'apparat dans cette abbaye. Jean-Luc souligne que ce sujet était animé par une volonté passionnée d'auto-perpétuation. Il était monstrueusement vaniteux. Vaniteux, ça dit certainement pas le mot, mais ambitieux aussi, certainement, ambitieux de transformer. Chez le grand homme de la Renaissance, l'affirmation de soi est, si l'on peut dire, centripète, souligne Jean-Luc. Il dévore le monde qui l'entoure jusqu'à ce que tout ce qui l'environne soit absorbé par son moi. Chez Sugère, elle est centrifuge. Il projette son moi dans le monde qui l'entoure jusqu'à ce que son moi tout entier soit absorbé par ce qui l'environne. Et là, l'histoire de Suger est intéressante parce qu'elle peut... on comprend l'intérêt de Jean-Luc pour ce personnage. Il correspond aussi un peu à sa vie dans le monde de l'art, j'allais dire. Ici, c'est le monde de la religion. Enfin, tout d'abord, Suger est entré au monastère à l'âge de 9 ou 10 ans, souligne Jean-Luc. Comme Oblat, voué à Saint-Denis, et non à la façon du novice qui se voue à la vie monastique par une décision libre, ou du moins avec la compréhension que donne une intelligence relativement mûre. Ensuite, souligne Jean-Luc, Suger, compagnon d'études de jeunes nobles et de princes du sang, était né, nul ne sait où, de parents très pauvres et très humbles. Après, Suger parlait de lui en disant « Moi, de peu de savoir et d'humble naissance, moi qui ai réussi dans l'administration de cette église contre tout ce que laissait attendre le mérite, le caractère et la famille. » Ou empruntant les paroles de Anna, mère de Samuel, « Moi, le mendiant que la main puissante du Seigneur a tiré de la boue. » Il lui avait donné aussi, en l'enlevant à ses parents, Jean-Luc souligne, il lui avait donné une autre mère. En fait, c'était l'abbaye, la mère, Saint-Denis, l'abbaye de Saint-Denis, qui avait fait de lui ce qu'il était. C'est l'abbaye de Saint-Denis qu'il avait chéri et élevé, qui avait très tendrement veillé sur lui depuis la prime enfance jusqu'à la vieillesse. La peinture, pour Jean-Luc, était un peu aussi une deuxième mère, qui, avec l'affection d'une mère, l'avait nourri, enfant, l'avait soutenu jeune homme dans ses premiers pas hésitants, l'avait vigoureusement fortifié, homme mûr, et l'avait solennellement établi parmi les princes de l'Église et du royaume. On raconte, par exemple, que lorsque Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, rentre dans la cellule de Suger, il lui dit, donc ça c'est encore encadré par Jean-Luc, « Cet homme nous fait honte à tous, il construit non pour lui-même comme nous, mais pour Dieu. » Mais pour Suger, il n'avait aucune différence. Il n'avait guère besoin d'espace et de luxe privé, parce que l'espace et le luxe de la basilique n'étaient pas moins à lui que le confort modeste de sa cellule. L'église abbatiale lui appartenait parce qu'il appartenait à l'église abbatiale. Jean-Luc était un personnage solitaire. Il aimait les gens, mais il était assez solitaire et se contentait parfois de peu. Il était surtout très, très heureux d'avoir un hangar, d'avoir un garage, d'avoir de l'espace pour travailler. Là, je pense que c'est ça qui lui plaît dans le personnage de Suger. Alors, ce sujet en question était petit de corps et de famille, contraint par une double petitesse. Il refusa dans sa petitesse d'être petit. Suger, ce mendiant tiré de la boue. Alors, en fait,
Suger a beaucoup fait pour l'amélioration du confort des moines, des prêtres, etc. dans l'abbaye. Et il a apporté la lumière. A-t-il soupçonné que la rose, alors ça c'est souligné par Jean-Luc, que la rose de motif de la façade ouest, la rose de la façade ouest, premier exemple connu de ce motif à cette place, constituait une des grandes innovations de l'histoire de l'architecture. A-t-il su ou pressenti que son enthousiasme instinctif pour la métaphysique de la lumière, du pseudo-aéropagite et de Jean Scott Érigène, le plaçait à l'avant-garde d'un mouvement intellectuel qui devait aboutir aux théories proto-scientifiques de Robert Grosseteste, souligné, et de Roger Bacon, d'un côté, et de l'autre à ce platonisme chrétien qui s'épanouit chez Guillaume d'Auvergne, Henri de Gand, Ulrich de Strasbourg, Marcille Ficin et Pic de la Mirandole. Ce sont des noms qui bercent Jean-Luc, hein, l'histoire. Enfin, c'est un mélange d'histoire, d'architecture. C'était un réformateur, sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il a participé à la réforme de l'architecture gothique. On a dit qu'il était plus difficile de se faire une image individualisée de sujet que des grands cardinaux du XVIIe siècle, dont il est l'ancêtre historique. Là aussi, Jean-Luc avait noté les âges, enfin les périodes de sa vie, etc. Souvent, c'est lorsqu'il s'assimile, si vous voulez, à un personnage, il est plus inquiet des dates de sa vie.